Cette histoire de porte-conteneurs du canal de Suez a inspiré notre chroniqueur Erwan. C'est à toi, Erwan. Il y a quelques jours, un gros bateau s'est échoué en travers du canal de Suez. Environ 10% du commerce maritime international passe par là, donc un gros bateau échoué en travers, forcément ça fait parler. D'autant plus que chaque heure de blocage supplémentaire coûte environ 400 millions de dollars. Mais enfin on en parle, mais on se concentre beaucoup sur l'événement du blocage et pas tant sur le canal lui-même. Ce qui est dommage parce que l'histoire du canal de Suez est ultra intéressante. Aujourd'hui, on va donc se pencher sur 5 moments de l'histoire du canal de Suez par lesquels on va comprendre plein de mécanismes du capitalisme. Le premier moment, c'est celui qui précède sa construction. Qu'est-ce qui motive en 1859 à lancer l'un des chantiers les plus importants du siècle, creuser un canal de 164 km de long entre deux continents? Évidemment, c'est la perspective du profit. Enfin, ça répond pas à notre question. Pourquoi à ce moment-là de l'histoire, creuser un canal à cet endroit-là serait lucratif? Eh bien, il y a deux raisons. La première, c'est qu'au 19e siècle, ça fait un moment que le capitalisme s'est imposé en Europe, ce qui veut dire que la concurrence entre capitalistes y est très intense et que les opportunités pour réaliser beaucoup de profits rapidement se font de plus en plus rares. On va donc les chercher ailleurs, loin du centre du capitalisme, dans les pays qui sont en périphérie, où la main-d'œuvre est moins chère, où les marchandises sont moins chères, etc. Ce phénomène fait partie de ce qu'on appelle l'exportation du capital. Au plus le capitalisme se développe, au plus la classe capitaliste est poussée à investir dans les pays en périphérie du capitalisme pour les exploiter, s'approprier leurs richesses et dégager du profit. Par exemple, l'une des formes que prend cette exportation du capital aujourd'hui, c'est les fameuses délocalisations. Au milieu du 19e siècle, creuser un canal dans ce pays en périphérie du capitalisme qu'est l'Égypte permettrait à ses propriétaires d'imposer un péage sur les navires qui passent et ainsi de dégager masse de profit. Justement, des navires qui passent par là, il y en a de plus en plus, et c'est la deuxième raison pour laquelle c'est précisément au milieu du 19e siècle que creuser un canal à cet endroit-là promet d'être très lucratif. Le capitalisme repose sur une économie de marché, c'est-à-dire la production de marchandises dans le seul et unique objectif de les vendre pour dégager un profit. Success is measured in pennies. Ça s'oppose au mode de production précédent où la plupart des trucs étaient produits pour être consommés par ceux qui les produisaient. Pensez par exemple à un paysan qui mange les carottes qu'il fait pousser. Ça va, c'est bon, tu kiffes? Quand on produit des marchandises avec pour seul objectif de les vendre, un truc qui devient hyper important pour engranger un max de profit, c'est le coût du trajet entre l'acheteur et le vendeur. Depuis les débuts du capitalisme, on tente donc de réduire ce coût en permanence. Justement, au 19e siècle, ce coût devient de plus en plus gênant étant donné que la colonisation avance et que des pays comme l'Angleterre organisent le pillage de leurs colonies en multipliant les échanges commerciaux, sauf que les navires sont obligés de faire le tour de l'Afrique pour relier l'Europe et l'Asie. Creuser un canal en Égypte diviserait fortement la durée du trajet, ce qui voudrait dire beaucoup plus d'échanges et donc beaucoup plus de profit. Ces deux raisons expliquent pourquoi c'est précisément à cette période, au milieu du 19e siècle, qu'on lance le chantier du canal de Suez. Il y a un bonhomme qui étudie justement le capitalisme au milieu du 19e siècle qui s'appelle Karl Marx et qui parle d'annihilation de l'espace par le temps. Super formule qui décrit à merveille à la fois la volonté derrière le creusement du canal de Suez au milieu du 19e siècle et jusqu'à aujourd'hui la fameuse mondialisation et ses échanges toujours plus nombreux, toujours plus intenses et toujours plus rapides. Mais enfin, creuser un canal de 164 km de long, 54 mètres de large et 8 mètres de profondeur capable de laisser passer des navires de, à l'époque déjà, 5000 tonnes, ça se fait pas tout seul. Il faut commencer par financer les travaux et ça va être notre deuxième moment. Le financement du canal de Suez est hyper intéressant parce qu'il se fait par la bourse. La bourse, ça existe bien avant le 19e siècle. On avait évoqué dans notre toute première chronique la création de l'une des premières bourses modernes à Amsterdam au XVIIe siècle. Du XVIIe au XIXe siècle, ce qui est coté en bourse, c'est surtout ce qu'on appelle des obligations. Des entreprises ou des États demandent à ce qu'on leur prête de l'argent, en échange de quoi ils contractent une obligation envers le donateur, auquel ils vont régulièrement verser des intérêts. Mais au milieu du XIXe siècle, les bourses vont commencer à échanger de plus en plus d'actions d'entreprise. Quand on achète des actions d'une entreprise, on devient l'un de ses propriétaires. C'est-à-dire qu'on a un pouvoir de décision sur ce que va faire cette entreprise et qu'on touche une partie des profits qu'elle réalise.
c'est les fameux dividendes. La quantité de pouvoir qu'on a et de profit qu'on touche est proportionnelle à la quantité d'actions qu'on possède. Ça a l'air de rien comme ça, mais l'intensification des échanges d'actions au milieu du 19e siècle, c'est le moment où s'impose le capitalisme qu'on connaît aujourd'hui, qui repose sur la finance et qui fait apparaître nos copains, les grands actionnaires. Les 40 plus grands groupes français n'ont jamais autant distribué de dividendes. 57 milliards et 400 millions d'euros versés à leurs actionnaires l'an dernier. Alors, est-ce que c'est une bonne nouvelle pour l'économie ? Alors, c'est surtout une très bonne nouvelle pour les investisseurs. Ça, il y a aucun doute. En 1858, on fonde donc la Compagnie internationale du canal maritime de Suez, entreprise qui va diriger les travaux et l'exploitation du canal. Son capital, donc son financement initial, est de 200 millions de francs qui sont divisés en 400 000 actions de 500 francs chacune et qui sont vendues à la bourse. 56% des actions sont achetées par des investisseurs français et les 44% restantes par le roi d'Égypte de l'époque, Ismaïl Pacha. Maintenant que la Compagnie internationale du canal maritime de Suez a plein de thunes, il reste à creuser et c'est notre troisième moment. On a dit qu'exporter du capital, investir dans les pays en périphérie du capitalisme est ultra lucratif pour la classe capitaliste parce que la main-d'œuvre n'y est pas chère. Mais vous savez ce qui est encore mieux ? Ne pas payer sa main-d'œuvre. Le roi égyptien de l'époque, qui rappelons-le est l'un des plus gros actionnaires de l'entreprise, propose à la Compagnie internationale du canal maritime de Suez d'imposer aux travailleurs égyptiens ce qu'on appelle la corvée, c'est-à-dire le travail forcé, non payé, qu'un seigneur peut imposer à ses sujets. Pendant des années, entre 400 000 et 1,5 million de personnes vont donc creuser le canal de Suez sans être payées et dans des conditions effroyables. En 10 ans de chantier, on compte plusieurs dizaines de milliers de morts et je peux pas être plus précis que ça parce que les vies de ces travailleurs ne valaient apparemment pas assez pour que leur patron comptabilise leurs morts, donc on n'a pas vraiment de source. Au passage, n'oublions pas que, bien évidemment, les ingénieurs qui dirigeaient les travaux et les contremaîtres qui dirigeaient les travailleurs étaient tous français et payés. Tout ça, c'est intéressant parce que ça montre un double discours, une hypocrisie du libéralisme, qui est l'idéologie sur laquelle le capitalisme s'est appuyé pour s'imposer à partir du XVIIe siècle et qui, au milieu du XIXe siècle, est au sommet de sa gloire. Le libéralisme et les libéraux mettent en avant les droits et les libertés individuelles. C'est au nom de ces libertés qu'ils ont combattu les monarchies de l'Ancien Régime, du féodalisme jusqu'à leur renversement et l'émergence d'un capitalisme qui prétend diffuser et protéger ces libertés individuelles. En général, quand on raconte l'histoire des débuts du capitalisme, on s'arrête là ou, à la limite, on souligne son hypocrisie en montrant qu'en fait, il met en place une domination et une exploitation qui rivalisent avec celle du féodalisme. C'est vrai, mais pas tout à fait parce que ce serait se limiter à l'Europe, au cœur du capitalisme de l'époque. En réalité, dès qu'on prend un peu de recul, on se rend compte que partout autour du monde, le capitalisme s'appuie sur des formes de travail qu'il a détruites dans son cœur européen. Par exemple, jusqu'à au moins le 19e siècle, le commerce triangulaire et l'esclavage en Amérique jouent un rôle fondamental et très bien documenté dans l'émergence du capitalisme en Europe. Le canal de Suez que les capitalistes font creuser par des travailleurs soumis à la corvée en est un autre très bon exemple. La corvée, c'est une forme de travail spécifique au féodalisme qui a été abolie en Europe au nom des droits et libertés individuelles promus par le capitalisme. Bref, le capitalisme se développe différemment suivant si on regarde son centre ou sa périphérie, et les discours de ceux qui le défendent jonglent sans problème avec ces contradictions. Une grande partie des libéraux du XVIIe au XIXe siècle défendent en même temps les libertés individuelles en Europe et l'esclavage, le servage dans les périphéries, en particulier lorsqu'il s'applique à des personnes que les libéraux ne reconnaissent pas comme blanches. Mais revenons à notre canal. On est en 1869 et maintenant que le chantier est terminé, il ne reste plus qu'à l'administrer et récolter d'énormes profits. C'est notre quatrième moment. Les profits sont énormes parce que celui qui contrôle le canal peut taxer les échanges commerciaux qui passent par là, et on a vu que ces échanges sont de plus en plus nombreux au XIXe siècle. Donc le lancement du chantier par la France est souvent présenté comme motivé par sa concurrence avec le Royaume-Uni qui domine alors le commerce international. Enfin, se limiter à des pays qui s'affrontent pour devenir le pays avec les plus gros muscles, c'est une explication qui est quand même un peu superficielle. La réalité est un peu plus complexe, c'est que les membres de la classe capitaliste sont en concurrence permanente et très violente les uns avec les autres. Déjà au niveau individuel, mais aussi au niveau national. Cette concurrence est imposée par des mécanismes comme ce qu'on appelle la concentration du capital. Au fur et à mesure que le capitalisme avance, de plus en plus de capital est détenu par de moins en moins de personnes, donc la concurrence entre les détenteurs de capital, les capitalistes, devient de plus en plus intense.
Au milieu du 19e siècle, cette concurrence atteint des sommets et c'est l'une des raisons qui motive la colonisation, qui permet entre autres aux pays au centre du capitalisme de réserver à leur classe capitaliste nationale le monopole sur l'exploitation de plusieurs pays en périphérie du capitalisme. On rassemble les différentes manières dont les périphéries sont exploitées par le centre sous le nom de impérialisme, notion qu'on a déjà abordée dans pas mal de chroniques précédentes. Donc la construction du canal n'est pas qu'une histoire de gros muscles, mais aussi et surtout de concurrence entre les deux plus gros pays impérialistes de l'époque, la France et l'Angleterre, pour du capital, du profit. Et effectivement, pendant toute la durée du chantier, l'Angleterre rage de ouf, et lorsqu'il se termine en 1869, la France est ravie, elle va pouvoir taxer les navires britanniques qui passent par le canal. Mais les Anglais n'ont pas dit leur dernier mot. Vous vous souvenez que le roi d'Égypte Ismaïl Pacha possède 44% des actions de la Compagnie internationale du canal maritime de Suez. Bon, et en 1875, 6 ans à peine après la construction du canal, Monsieur Pacha est absolument ruiné. Ça fait des années qu'il s'endette auprès de banques européennes pour financer sa vie de Pacha, et à cette période, elles veulent récupérer la thune. Il ne lui reste plus qu'une possibilité, vendre ses actions. Et qui c'est qui va se précipiter pour les acheter? Le gouvernement anglais. Dès 1875, le canal de Suez se retrouve sous contrôle anglais, ce qui fait rager la France parce que quand même, c'est nous qu'on a fait creuser les travailleurs égyptiens sans les payer, donc ce canal, des os pas des os, mais c'est nous qu'on le mérite. Sauf que les Anglais, ils sont malins, ils savent que le meilleur moyen de conserver définitivement le contrôle sur le canal, c'est de coloniser l'Égypte. Et c'est ce qu'ils vont progressivement faire. En 1882, l'armée débarque à Alexandrie, elle place le pays sous la tutelle du gouvernement anglais, et en 1914, l'Égypte devient officiellement ce qu'on appelle un protectorat britannique. En quelques années, la classe capitaliste anglaise a étendu son influence en Afrique. Comme elle contrôle le canal, elle protège les profits dégagés par ses échanges avec ses colonies, notamment l'Inde, et en plus, elle taxe les profits réalisés par les autres pays impérialistes lorsque leurs navires utilisent le canal. Mais dans toute cette histoire, on oublie quelqu'un d'assez important quand même, c'est les Égyptiens. Ils sont où? Ils font quoi? Ils sont en Égypte et ils sont pas contents. En quelques années, ils passent d'un pays indépendant qui a engagé le plus grand chantier du siècle pour contrôler le commerce international à un pays colonisé par les Anglais. Il y a de quoi être légèrement agacé, et cet agacement, on le retrouve tout autour du globe. Partout où passe l'impérialisme, apparaît l'anti-impérialisme. En Égypte, et comme à plein d'autres endroits, cet anti-impérialisme prend la forme d'un mélange entre nationalisme et socialisme. Il s'incarne dans Gamal Abdel Nasser qui, en 1952, va mener une révolution contre la monarchie locale et l'influence britannique sur le pays et qui dirigera ensuite l'Égypte pleinement indépendante jusqu'en 1970. L'un des premiers trucs que Nasser va faire, c'est nationaliser le canal de Suez en 1956. نكافح ونجاهد ونقاتل للتخلص من آثار الماضي البغيض، للتخلص من آثار الاستعمار الذي استبد بنا قرونا طويلة، وللتخلص من آثار الاستبداد الذي تحكم فينا، وللتخلص من آثار الاستغلال الأجنبي والاستغلال الداخلي. ولهذا قد وقعت اليوم ووافقت الحكومة على القانون الآتي: قرار من رئيس الجمهورية بتأميم الشركة العالمية لقناة. Ça fait entrer l'Angleterre et la France dans une rage folle et ils vont immédiatement déclarer la guerre à l'Égypte pour tenter d'envahir le pays. C'est la foule grave des jours de tension internationale qui accueillait M. Selwyn Lloyd, ministre des Affaires étrangères britannique, et M. Murphy, représentant les États-Unis. M. Pinault les rejoignait à son tour à Downing Street pour examiner les mesures à prendre devant le coup de force accompli par le général Nasser. Devant une foule en délire comme à chacune de ses apparitions publiques, Nasser a prononcé la nationalisation du canal par une décision unilatérale au mépris de tout droit et de toute légalité. Par ce coup de force qui en rappelle d'autres, Nasser cherche-t-il une issue au dessein des dictateurs? Ça, c'est un autre point intéressant. On a montré un peu plus tôt que les capitalistes sont dans une concurrence hyper intense à échelle individuelle, mais le fait est qu'ils collaborent à échelle de leur classe sociale. Il n'y a pas besoin de regarder plus loin que le MEDEF, le syndicat patronal, pour voir des capitalistes qui peuvent pas se blairer, mais qui travaillent ensemble pour supprimer les avancées sociales, etc. Nous demandons pour nos entreprises
la liberté des prix et des salaires, la liberté d'embaucher et pour mieux embaucher, de licencier. En un mot, la liberté de vivre. C'est un peu pareil pour les pays impérialistes. Ils sont en concurrence ultra vénère en tant que pays, mais ils travaillent ensemble en tant que centre du capitalisme dans leur exploitation des pays en périphérie. C'est pour ça qu'en 1956, l'Angleterre et la France, les deux empires coloniaux ennemis qui s'affrontent depuis un siècle pour le contrôle du canal de Suez, n'ont aucun problème à s'allier dans une guerre impérialiste pour remettre l'Égypte à sa place. This is the Navassa's maiden voyage, and whatever the future holds for her passengers, they have no worries about the journey, for they're traveling under conditions their fathers would have envied. The 20,000-ton Navassa is the largest British troop ship ever to be designed specially for the purpose. The dining saloons and lounges look more like a pleasure cruiser than a troop ship. Here's wishing them a pleasant journey, a peaceful end to the crisis, and a speedy return home. Heureusement, ça ne fonctionne pas. L'ONU et les États-Unis disent au Royaume-Uni et à la France de se calmer un petit peu parce que leurs histoires perturbent la circulation du pétrole, qui passe alors majoritairement par le canal de Suez. We do not accept the use of force as a wise or proper instrument for the settlement of international disputes. Et puis ça fout un bordel monstre dans la région et on n'a pas vraiment besoin de ça en pleine guerre froide, d'autant plus que l'URSS, qui est plus ou moins alliée à l'Égypte, commence à montrer les dents. Donc, quelques jours à peine après avoir débarqué en Égypte, The last of the British leave Port Said. If they had not gone there in the first place, would the United Nations Emergency Force ever have come into being? It may well be that the Allied action, so bitterly criticized at the time, has laid the foundations of a stronger United Nations. On the dockside, the evacuation of Allied armor is going ahead with clockwork precision, and with a weather eye open for any last-minute trouble. But there's always a chance that in spite of the United Nations Emergency Force, the Egyptians may be unable to resist a few parting shots. La manière dont cette guerre se termine nous montre deux derniers mécanismes du capitalisme qu'on a déjà vus dans des chroniques précédentes. Premièrement, que le centre du capitalisme se déplace régulièrement. En 1956, l'Angleterre et la France ne sont plus le centre du monde qui s'est installé aux États-Unis. Et deuxièmement, au milieu du XXe siècle, l'anti-impérialisme remporte des victoires partout autour du monde et met un terme à la plupart des colonies occidentales. Les pays impérialistes vont donc devoir trouver d'autres moyens que la colonisation classique pour exploiter les pays en périphérie du capitalisme, et on a vu certains de ces nouveaux moyens dans les chroniques précédentes. Par exemple, dans celle sur la privatisation de l'eau au Chili, on avait vu comment les multinationales modernes, par leurs innombrables filiales locales et par les mécanismes financiers des actions, détournent les richesses des pays en périphérie pour les ramener vers les pays au centre du capitalisme. D'ailleurs, si vous vous souvenez bien, le marché de l'eau au Chili est monopolisé notamment par la multinationale française Suez, qui n'est rien d'autre que la Compagnie internationale du canal maritime de Suez, sous un autre nom. Les mécanismes d'exploitation changent de forme, les exploiteurs changent de nom, mais leur fonction reste la même depuis les débuts du capitalisme. En revenant sur l'histoire du canal de Suez, on discerne plusieurs mécanismes et moments forts de l'histoire du capitalisme. On a vu que le capitalisme s'appuie sur une économie de marché. On produit des marchandises uniquement pour les vendre. On a vu que dans ces conditions, les profits sont liés au coût du transport des marchandises, donc que le capitalisme tend à accélérer toujours plus les échanges de marchandises. On a vu que des mécanismes comme la concentration du capital entre de moins en moins de mains plaçaient les capitalistes dans une concurrence ultra intense qui les encourage à chercher des profits en périphérie du capitalisme, ce qu'on appelle l'exportation du capital. C'est le croisement de toutes ces dynamiques qui motive à creuser le canal de Suez en 1859. On a aussi vu que son financement par l'émission d'actions à la bourse est représentatif du tournant financier du capitalisme au milieu du XIXe siècle, et on a vu que sa construction par du travail forcé non payé est représentative de la capacité du capitalisme à utiliser dans ses périphéries des modes de travail qu'il a supprimés en son centre. On a vu que les classes capitalistes de chaque pays au centre du capitalisme sont elles aussi en concurrence, mais qu'elles n'ont aucun problème à travailler ensemble lorsque les pays périphériques se rebellent contre leur impérialisme. Et enfin, on a vu que le capitalisme évolue, change de forme et que l'impérialisme ne repose plus aujourd'hui sur le même système colonial qu'au XIXe siècle. Oh là 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 là, on a appris plein de trucs, comme on est trop des beaux gosses. Wouh!
Pour finir, le mot de la fin, c'est qu'on vit peut-être actuellement un 6e moment intéressant de l'histoire du canal de Suez. Pour la première fois, le 19 février 2021, un navire a réussi à relier l'Europe et la Chine en passant par l'océan Arctique alors qu'il était gelé. Ce qu'on appelle la route maritime du Nord est rendu de plus en plus praticable par la fonte des glaces due au réchauffement climatique. Son ouverture va permettre de relier l'Europe et l'Asie de l'Est beaucoup plus rapidement qu'en passant par le canal de Suez. Ce 6e moment va nous apprendre ce que le capitalisme choisira entre dérèglement climatique et accélération de l'échange des marchandises. Et si l'histoire du canal de Suez nous a bien appris quelque chose, on connaît déjà le choix qui sera fait.